Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Quels sont, en 2016, les rapports entre la presse et le monde politique? Peut-on tout dire? Peut-on tout écrire? Qu'en est-il de l'indépendance des journalistes face au monde économique, au moment même où le Parlement européen s'inquiète dans un rapport d'une dégradation de la pluralité de la presse française? Alors pour en parler, je reçois cette semaine deux de mes confrères qui ont en commun le goût de la vérité et surtout de l'exactitude. Patrick Guilloton, ancien journaliste à Sud-Ouest et auteur de La Princesse Royale au Cherche-Midi, éditeur qui fut un habitué de Feu la Voix est libre. Bonjour Patrick, très heureux de vous revoir sur ce plateau. Face à vous, Laurent Mauduit, cofondateur de Mediapart et auteur de Main basse sur l'information aux éditions Don Quichotte. Un livre coup de poing indispensable pour qui veut comprendre dans quel état est la presse française aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Deux livres différents donc, mais qui ont chacun le mérite de dire des choses qu'on n'en entend que très rarement. Patrick Guilloton, faire un brûlot, parce que c'est un brûlot on peut le dire, sur Ségolène Royal, est-ce que c'est facile? C'est pas un brûlot, mon cher Jérôme. Un livre à charge? Ce n'est pas un livre à charge, mon cher Jérôme. Ah, je me fais l'avocat du diable. Non, mais je raconte des choses. Ce n'est pas un panégyrique. Voilà, mais bien évidemment. Mais je raconte des choses dont j'ai été souvent le témoin, où j'ai un peu fouiné pour savoir un peu de quoi il retournait. Donc, est-ce que dire la vérité, c'est un brûlot ou c'est une charge? Je vous en laisse la responsabilité. Laurent Mauduit, vous avez écrit un livre sur Bernard Tapie, sorti en 2013, là aussi un livre à charge, et là aussi finalement c'est de la politique spectacle. Qu'est-ce qu'il y a de la politique? Parce qu'en fait, Patrick Guilloton, grosso modo, la thèse, c'est que Ségolène Royal fait davantage de spectacle que de politique. Oui. Et donc, je trouvais le lien avec votre livre sur Bernard Tapie que vous avez fait il y a quelques années, 2013. Il y a un souci commun, qui est le souci du journalisme de qualité, qui est d'exhumer les faits, raconter les faits. Et ensuite, il faut les interpréter, les remettre en perspective. Et donc, dans le livre de Patrick, je trouve qu'il y a tellement de faits racontés par lui, il le dira, vous l'interrogerez, qui montrent une image de la politique qui est absolument consternante. Et j'essaie, moi, dans mon domaine, de raconter, en produisant des faits, en faisant de l'enquête sur Xavier Niel, sur Bolloré, sur Patrick Drahi, montrer à quel point le changement de modèle économique a des effets désastreux sur le contenu éditorial. Et donc, en clair, sur un droit fondamental des citoyens qui est le droit de savoir. Donc voilà, je pense qu'on a une sorte de logique commune, produire des faits qui font réfléchir les citoyens. Je veux juste dire que j'ai été journaliste. Enfin, je crois que quand on est journaliste, on l'est toujours. On est un peu comme les bonnes sœurs, donc on le sera jusqu'à notre mort. Mais j'ai été un peu, je crois. J'ai été journaliste pendant 35 ans à Sud-Ouest. C'est une maison dont on peut être fier dans le paysage de la presse régionale française. La devise de Sud-Ouest, c'est « les faits sont sacrés, les commentaires sont libres ». Bon, eh bien, les faits, ils sont sacrés. Voilà. Et je suis en train de lire le bouquin de Laurent. À chaque page, quasiment, quand je vois les histoires Bolloré, Drahi et tout, moi, je reviens de mémoire, je crois que c'était le 22 janvier 2012, au Bourget, j'y étais. J'ai deux grands souvenirs. C'était un grand meeting de Hollande. J'ai deux grands souvenirs. D'abord, c'est Yannick Noah qui faisait l'ambiance, et vraiment ça déménage, moi qui suis pas un fou de musique contemporaine, enfin, etc. Et j'ai aussi une phrase dont on a beaucoup entendu parler, c'est « Mon ennemi, c'est la finance ». Eh bien, ça aurait été bien qu'ils le mettent en pratique, parce que quand on voit ce qui se passe, c'est quand même dramatique. Alors, si j'ai parlé de votre ouvrage sur Bernard Tapie, qui s'appelait Tapie, le scandale d'État, c'est qu'en fait, indirectement, Patrick Guilloton, il fait mention, c'est page 82 dans votre livre, Ségolène Royal, elle est le client idéal de ces magazines où people et politiques font bon ménage, où l'on va accorder beaucoup plus d'importance à la couleur de la cravate d'un président ou à son regard intéressé sur la plastique d'une starlette, plutôt qu'aux conditions de l'attribution de centaines de millions d'euros à un homme d'affaires réputé pour sa grande gueule et sa moralité douteuse, par exemple. Donc, encore une fois, c'était par rapport, grosso modo, Laurent Mauduit, à ce qu'aujourd'hui les gens retiennent de l'information. C'est plus, finalement, le spectacle que le fond en lui-même.
Oui, mais ça dépend aussi de ce que fait la presse. Hein. Si la presse verse dans des logiques d'entertainment, comme on dit, de spectacle, de divertissement, et perd les repères d'information. Et donc c'est vrai que moi j'ai toujours... Vous savez, on nous regarde, nous, journalistes, parfois, en nous pointant du doigt, tiens, vous êtes des journalistes d'investigation. Comme s'il y avait d'autres formes de journalisme. Oui, notre métier, c'est de produire des faits. Et donc... Voilà, dans les faits de Patrick, terrible, symbolique. Je découvre une Ségolène Royal qui sort du train, elle est en première, mais elle sort du train en seconde, pour que l'image que l'opinion retienne soit celle de voilà. Donc je trouve que notre métier est honoré quand voilà, on a ce souci de donner à voir ce que l'on veut cacher et de casser les logiques de communication des puissants, politiques ou financiers. Le vrai problème, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de politiques qui font beaucoup plus de communication que de politique. Hein, et il y en a certains qui ne font que de la communication. Je ne cite pas de nom, mais vous voyez à qui je pense. C'est que de la communication, de la com. Si Martine Aubry, un jour, a surnommé Madame Royal Madame de la com', c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une vérité. On va parler du fond dans pas longtemps, mais Laurent Mauduit, comment est-ce qu'on fait la réclame de votre livre Main basse sur l'information quand on critique aussi ouvertement le système médiatique et journalistique français? C'est compliqué de se faire inviter, non? Écoutez, oui, c'est compliqué, parce que donc moi je décris le naufrage de la presse, des médias. Je dis que c'est très préoccupant parce que ça touche aux contenus éditoriaux de manière gravissime, c'est-à-dire que les citoyens ne sont plus en mesure d'avoir une information libre et honnête. Et du coup, en préparant l'émission, en recherchant, comme fait tout le monde un peu sur Google, voilà, Laurent Mauduit, ma bosse information, on pense voir des vidéos, on pense voir des papiers. Écoutez, donc, la pêche est maigre. Donc, il n'y a pas de papier dans Le Monde, il n'y a pas de papier dans Libération, il n'y a pas de papier dans l'Express. Je n'ai pas été invité dans aucune des chaînes de BFM TV, de RMC. Voilà, tous les gens dont je parle, c'est-à-dire les médias qui ont été rachetés par des oligarques, dont la logique n'est pas une logique d'information, mais une logique d'influence. Voilà, mais moi, il y a une chose qui me rassure, vous voyez, c'est que les grands médias qui sont maintenant la propriété d'hommes, de milliardaires, dont la presse n'est pas le métier, ne me sollicitent pas. Mais en revanche, je n'ai jamais été autant sollicité par des associations démocratiques, la Ligue des droits de l'homme, des syndicats, parce que je pense que chez les citoyens, d'abord, il y a un discrédit qui pèse sur les journalistes, qui est parfois mérité, un discrédit qui pèse sur la presse. Et donc, il y a une sorte d'avidité des citoyens à discuter de la liberté de la presse. Et donc, voilà, certains se saisissent de mon livre en se disant, sans doute est-ce bienvenu, parce qu'il faut sans doute secouer un peu le cocotier. Alors, on va parler de deux livres, le vôtre, celui de Patrick Guilloton. Petite introduction, tiens, au livre de Patrick Guilloton avec Yann Salin et Didier Gomez. De la bravitude, Patrick Guilloton n'en manque pas. Pas tant pour avoir commis ce que certains qualifieront sûrement de brûlot à charge, mais surtout, si on écoute bien notre ancien confrère de Sud-Ouest, pour avoir couvert si longtemps l'actualité d'une des figures les plus emblématiques du paysage politique français des 2 dernières décennies, Madame Ségolène Royal. Et ça commence au régional de 2004. Un nouvel éléphant est né, mais un poids lourd. Là, du coup, elle rentre dans la cour des très très grands du PS. Et donc après, vous la suivez? Partout. J'ignorais que l'histoire durerait 11 ans. Il y a une dame qui était élue à New York qui m'avait dit « Madame Royal ne fait pas de politique, elle fait du spectacle ». Je crois que c'est la phrase la plus importante de ce bouquin, ça explique tout le reste. Campagne des régionales, primaire du PS, élection présidentielle, Guilloton était sur tous les fronts. Et puis vinrent les fameuses législatives de La Rochelle en 2012. Duel fratricide, tweet intempestif, attaque personnelle, une campagne d'une rare violence qui fut, pour lui, un déclic. Elle se met dans la gueule du loup, elle part à La Rochelle où Falorni est hyper implanté et tout le monde sait qu'Olivier Falorni ne va pas rester les bras croisés. Je raconte quand même, c'est la 3e fois qu'elle essaye de lui faire un enfant dans le dos. J'ai 40 ans de journalisme et beaucoup d'années, près de la moitié de journalisme politique. Je n'ai jamais vécu une campagne pareille. Et c'est d'ailleurs en sortant de cette campagne que j'ai envie d'écrire quelque chose. Et puis, évidemment, dernière en date, la polémique sur les comptes du Conseil régional de Poitou-Charentes. C'est quand même pas rien, on parle de 132 millions d'impayés. Avec ça, Manchester aurait presque pu se payer Paul Pogba. Je sais que c'est quelque chose qui m'inquiète bigrement, et puis que ça inquiète à l'étage au-dessus, La princesse royale est éditée au Cherche Midi, une boule puante lancée par ses adversaires de toujours, dit-on dans l'entourage de la ministre. Un livre qui sort dans toutes les bonnes librairies, comme on dit.
Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Patrick Guilloton et Laurent Mauduit. Patrick, c'est la campagne, on l'a entendu, des législatives de 2012 à La Rochelle qui vous incitait à écrire ce livre à cause, dites-vous, de la violence qui s'est déchaînée à ce moment-là. Oui, c'est la première fois où j'ai pensé qu'il était temps d'écrire quelque chose sur Madame Royal, parce que j'avais quand même un peu de matériel dans ma besace depuis le temps. C'est à ce moment-là, parce que j'ai jamais vécu une campagne de la sorte, avec tant de haine, c'est inimaginable. Illustration, par exemple. J'ai suivi, pour qu'on comprenne, mais ça a failli exploser. On ne comprend. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas eu de violence avec des coups, parce que c'était vraiment. Vous imaginez. À vous lire, mal. parfois, c'était pas loin. Ah non, mais bien sûr que c'était pas. Enfin, il y a eu un épisode sur un marché où Falorni, il a vraiment fallu qu'il s'en aille, sinon ça se terminait, en coup de poing dans la figure. Bon, mais c'est pas une première, mais il y a surtout une raison, si vous voulez, c'est que ce que je voulais avec ce bouquin, c'est expliquer ce qu'est vraiment le personnage quand on le connaît sur le terrain, etc. Parce que le personnage en question, quand on le voit dans tout un tas d'émissions de télévision, je m'excuse, mais nationales, où alors là, elle arrive avec son grand sourire et qu'elle explique qu'elle est à la tête d'un laboratoire formidable où les gens sont heureux, mais c'est vraiment extraordinaire. Pourquoi pas, d'accord. Mais enfin, quand vous êtes sur le terrain, vous voyez qu'au sein de sa majorité, au bout de moins de 6 mois, c'est le bazar avec le personnel, etc. La réalité n'est pas celle qu'elle décrit, quoi, et qu'elle dépeint. Si je peux me permettre, il y a un point commun entre mon livre et le sien. Moi, dans mon livre, j'essaie de montrer que la presse est la victime à la fois de l'affairisme des milieux d'affaires et du présidentialisme d'un système politique français où tout procède du sommet et où la presse n'a pas de légitimité de contre-pouvoir. Et la monarchie républicaine ou la monarchie, c'est le point commun entre... moi, je fais une analyse globale française et puis... Oui, c'est la violence finalement de ce monde économique et de la prise par le monde économique en tout cas de ces oligarques, comme vous dites, de la presse française, cette violence-là que vous voulez expliquer aussi dans votre livre. Il y a deux violences finalement. Il y a deux violences. Il y a la violence de milliardaires qui s'approprient la presse, non pas pour construire des empires industriels comme en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons, mais pour éléments d'influence, pour faire du business plus vite, voilà. Et puis il y a l'autre raison, c'est un système présidentialiste, de monarchie républicaine. C'est où, vous savez, toute la culture politique est construite sur le face-à-face entre le monarque républicain et le peuple. Et tout ce qui s'interpose n'est pas légitime. Donc en France, du Second Empire jusqu'au gaullisme, jusqu'à aujourd'hui, la presse n'a pas de légitimité. Et ce qui m'amuse dans le livre de Patrick, c'est que ce système de monarchie, en fait, d'oppression de la liberté de la presse, on le retrouve aussi dans un personnage. C'est pas la monarque, mais c'est la princesse. Voilà, la princesse. Il y a dans votre livre, Laurent, en plus de votre démonstration de l'hyper-concentration des pouvoirs économiques sur la presse française, une histoire de celle-ci, une histoire compliquée qui a connu, selon vous, son époque de gloire dans la France d'après-guerre, avec Albert Camus qui crée Combat, avec Hubert Beuve-Méry qui fonde Le Monde, journal dans lequel, enfant, vous vouliez absolument écrire et dans lequel, adulte, vous avez travaillé pendant presque 12 ans. Et vous rappelez qu'après-guerre, la presse française revenait de très très loin. Je vous cite, on le voit bien, il a fallu les événements dramatiques de la guerre pour que se refonde la République et la presse elle-même. Il a fallu des lustres de corruption et de consanguinité avant que la presse n'échappe à la férule des puissances d'argent. Et voilà que 70 ans plus tard, nul ne se soucie plus des principes défendus par Camus. C'est malheureusement une période de grave régression, un retour, à n'en pas douter, vers l'époque trouble de la presse du Comité des Forges. Oui, les plus âgés qui nous regardent et qui nous écoutent comprendront ce que je veux dire. C'est que à la Libération, il y a le Conseil national de la résistance qui propose de rétablir, c'est sa formule, la liberté de la presse, son honneur et son indépendance. Et si le CNR dit ça, c'est que la presse d'avant-guerre est une presse totalement corrompue entre les mains du patronat de l'époque. On l'appelle le Comité des Forges. Et donc à l'époque de la Libération, toute la presse se refonde dans un principe d'indépendance, dans des modalités juridiques. Le Monde, c'est un journal de probité de ses journalistes, comme le fera Libération 20 ans après. Le Parisien libéré, le Courrier Picard ou le Dauphiné libéré, ce sont des coopératives ouvrières. Dauphiné libéré, dont le principe est une presse libre pour des hommes libres. Or, ce qu'on vit là aujourd'hui, de manière violente, parfois scandaleuse, regardez ce qui se passe à iTélé en ce moment, c'est la remise en cause de ce principe fondateur de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie forte sans les citoyens éclairés. Et pour que les citoyens soient éclairés, il faut une presse libre et honnête. Il y a un personnage qui fait le lien entre vos deux livres, c'est Pierre Berger, l'ancien patron de la maison Yves Saint-Laurent. Il a été, Patrick Guilloton, un important soutien financier de Ségolène Royal. Oui, mais enfin, c'est...
le lien, il est tout simplement que M. Berger a beaucoup d'argent et qu'il en fait à peu près ce qu'il veut, quoi, hein, mais malheureusement d'ailleurs, et que bon, un jour il a finalement laissé tomber Madame Royal. Bon, je vais pas me plaindre de cette décision, ça ne me regarde pas, mais c'est un lien ténu quand même. Hein. C'est le lien, le lien, c'est l'argent. Oui, le lien, c'est l'argent. Mais oui, mais l'argent qui corrompt. L'argent bien évidemment, je suis entièrement d'accord. Parce que, du coup, dans l'histoire que je raconte, celle du Monde, la perte d'indépendance du Monde, qui a été mon journal, en 2010, il y a un projet autour d'un banquier d'affaires, Mathieu Pigasse, qui est d'acheter le Monde pour le mettre au service de la candidature de Dominique Strauss-Kahn. Il fait alliance avec le milliardaire Pierre Berger, dont on parle, et aussi avec Xavier Niel, le patron de Free, le fournisseur d'accès à Internet. Or, on connaît le destin d'ISK, il se fracassera au Sofitel de New York. Et donc, du coup, du même coup, Pierre Berger aussi incarne la mise en cause de l'indépendance, puisque je le raconte dans le détail. Il n'arrête pas de harceler la rédaction du Monde en violation du principe d'indépendance. Dès qu'il y a un article qui lui déplaît, en souvenir de Mitterrand ou telle chose, voilà, un vieillard acrimonieux qui, sans arrêt, rentre dans la rédaction pour essayer d'y faire une sorte de police intellectuelle. Patrick Guioton, à vous lire, Ségolène Royal joue sans arrêt un rôle finalement. Un certain dimanche pourtant, c'était un 9 octobre 2011, elle échoue à la primaire socialiste, à la 4e place, avec seulement 6% des suffrages. Un peu plus. Presque 7, effectivement. Tout le monde se souvient en tout cas de ces images. C'est la défaite la plus dure que vous ayez connue. Ça, c'est dur. Pourquoi plus que les autres? Parce que c'est beaucoup de choses données et beaucoup de déceptions pour tous ceux qui m'ont soutenu. On la soutiendra toujours. Bravo. Merci Ségolène. Bravo Ségolène. Merci Ségolène. Elle joue un rôle là? Non. Oui. 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 Écoutez, je vais vous faire une confidence. Quand j'étais en train d'écrire ce livre, il se trouve que ma vie privée m'a amené à fréquenter beaucoup le milieu de la psychiatrie du bon côté de la barrière, si vous voulez, puisque ma femme travaillait dans ce milieu-là. On est amis avec beaucoup de psychiatres. Et j'avais une idée complètement idiote, dont je n'ai pas tenu compte par la suite, mais un jour, j'ai réuni des amis psychiatres, alors que j'étais en train d'écrire le bouquin, pour étudier le cas de la dame qui pleurait, là. On était 4 autour de la table, plus un politique, et on en a parlé pendant tout un moment. Et moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, que, en fait, elle pleurait non pas sur le sort de ceux qui l'avaient aidée et tout, elle pleurait sur son... Enfin, elle pleurait encore, elle pleurait sur son propre sort, mais de la vie de spécialistes, enfin de gens qui ont l'habitude de manière de fonctionner au plus profond des individus, c'était pas non, c'était un peu et encore du spectacle. Mais enfin, ça n'apporte, en fait, soyons clairs, ça n'importe que peu, on s'en fout de non, mais 3 larmes. Quand on dit que dans une carrière, un rôle, là peut-être qu'on peut voir qu'il y a peut-être à un moment donné un peu de. Alors, j'ai suivi Madame Royal d'assez près pendant, vous le savez, pendant 11 ans. Je l'ai vue 2 fois avec vraiment un vrai sentiment de cœur. C'était une fois pendant la campagne présidentielle à Guéret, où je l'ai vu regarder une porte de premier étage de la mairie. Elle regardait son fils qui devait arriver que le soir et qui venait d'arriver. Et la deuxième fois, c'était à Poitiers, lorsque quelqu'un que vous connaissez de son entourage proche a été très malade. Et là, elle lui a dit, allez, on se retrouve à la rentrée, bon, etc., etc. Voilà, en 11 ans 2 fois. Laurent Maudu, une enquête d'opinion Harris Interactive publiée cette semaine par Challenge dit que plus d'un Français sur 2, 54% pour être exact, estime que les personnes exerçant des responsabilités importantes ou ayant du pouvoir sont pour une grande partie d'entre elles corrompues. Alors quand on lit votre livre, on comprend surtout que l'essentiel de la presse française est tenu par des personnes qui sont dans l'entre-soi, c'est la politique du retour d'ascenseur. Est-ce que c'est aussi noir que ça, le tableau, dans la réalité ? Oui, parce qu'on est dans une forme de capitalisme assez particulier qui n'a rien à voir avec le capitalisme anglo-saxon qui prohibe les conflits d'intérêts. On est en France, c'est une vieille tradition française, dans un capitalisme, allez, par commodité d'expression, je le baptise le capitalisme de la barbichette.
je te tiens, tu me tiens, on se rend des services mutuels. Et donc, c'est un système qui est très niché dans le présidentialisme. On est dans un système oligarchique. Ségolène Royal est l'une des représentantes de cette oligarchie. Et donc, du coup, on n'est ni de gauche ni de droite en réalité. Si vous regardez le récit que je fais, une personnalité, M. Kessler, est le conseiller du banquier Mathieu Pigasse pour son pôle presse. Ensuite, il devient conseiller média de François Hollande pendant 2 ans et demi à l'Élysée. Ensuite, il sort et il va ensuite faire des affaires près d'Orange et il aide Mme Ernotte à devenir présidente. Voilà, on est dans un système assez consanguin. Des histoires de ce type-là, on peut aimer ou ne pas aimer le système politique américain, ce serait inconcevable. Je veux dire, on ne peut pas être du côté du privé, du côté du public, du côté de l'intérêt général, du côté de l'intérêt privé. Ça, c'est très français. L'argent n'est ni de droite ni de gauche. Oui, non, mais dans certains pays, il y a une régulation forte. Or, ce qui me frappe, c'est, prenez par exemple l'audiovisuel public, on n'est pas dans un système de régulation forte dès lors que le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel est nommé par l'Élysée. Dans aucune grande démocratie, le chef de l'État ne peut procéder à 5000 nominations. Vous vous rendez compte ? On est dans un système monarchique. Et donc la presse vit sous l'effet de ce système monarchique. Alors Patrick Guilloton, à plusieurs reprises dans la presse royale, il y a des piques qui sont adressés à la presse nationale. Exemple, page 291, où il est question de la campagne législative à La Rochelle, où la bagarre a lieu entre Ségolène Royal et Olivier Falorni. Les médias s'en mêlent et parfois s'en mêlent les pinceaux. Nombre de représentants de la presse nationale avouent ne pas comprendre comment ces ploucs d'électeurs charentais peuvent passer à côté de la chance historique d'avoir pour députée Mme Ségolène Royal, laquelle le mérite bien pour service rendu à la gauche, au pays et à la victoire de Hollande. Ces journalistes qui ont tout compris du contexte local en descendant du train sont prêts à donner des leçons aux habitants de la circonscription, à l'image de ce qu'ils sont habitués à faire à destination de la France entière. Est-ce que Laurent Mauduit, vous qui êtes journaliste national parisien, vous vous reconnaissez dans ce portrait? Non, mais je trouve qu'il est pertinent, ce portrait, sauf que ce que Patrick décrit n'est pas le journalisme parisien. Il décrit le journalisme de complaisance, le journalisme de gouvernement, le journalisme de connivence. Donc, voilà, c'est... journalisme de cours aussi, on dit. Oui, non, mais des journalistes de connivence, ça existe tout autant... dans la presse régionale. Je veux dire, regardez, je vous donne un exemple. Quels sont les 2 seuls quotidiens nationaux qui ont salué le remaniement de février dernier? Toute la presse, vous aussi, vous avez pointé l'aspect bricolage. Le Parisien a même fait sa manchette. Il y a une photo de François Hollande, Monsieur Bricolage. Il n'y a que le journal de La Dépêche du Midi et le Midi Libre, propriété de M. Baillet, qui a salué ce grand gouvernement parce que ces journaux sont la propriété de M. Baillet. Donc voilà, cette forme de journalisme de connivence existe un peu partout. Et qu'il devenait ministre. Vous parlez de manchette. Justement, tiens, le début de la vraie aventure médiatique finalement de Ségolène Royal date de décembre 2005 avec le Nouvel Obs qui lui consacre sa une en titrant, regardez bien, on s'en souvient très bien, et si c'était elle 11 ans plus tard, eh bien, le Parisien fait sa une avec le vrai couple présidentiel, François Hollande et Ségolène Royal, sauf que, bon, depuis de multiples indiscrétions du président de la République l'aurait, selon beaucoup en tout cas, disqualifié pour prétendre se succéder à lui-même. Du coup, cette semaine, eh bien, c'est une dépêche AFP titrée « Et si c'était elle ou quand l'hypothèse royale refait surface ». Est-ce que c'est une hypothèse crédible, Patrick Guilloton? Pour moi, on en fait le coup d'il y a 11 ans. Non, mais pour moi, non. Non. Voilà, c'est... Et comment vous expliquez qu'on en reparle de nouveau? Vous me posez une question, je vous réponds. Non, est-ce que c'est crédible? Non. Voilà, on a eu l'histoire de la primaire de 2011 où Madame Royal n'atteint pas les 7%. Bon, maintenant, ça suffit, quoi. Je sais pas, il faudrait qu'elle songe à l'art d'être grand-mère, maintenant. Moi, j'ai le sentiment que cette génération-là aura malheureusement conduit le socialisme à un naufrage historique. Non, mais bien elle est co-responsable. C'est toute une génération, sur 20 ans ou sur 30 ans, qui aura conduit à un suicide absolument spectaculaire, qui aura renié ses engagements, qui aura trahi les valeurs de la gauche. Et je le dis en général, mais je le dis aussi en particulier. Regardez ce qu'a fait la puissance publique, ce gouvernement socialiste, par rapport à cette immense vague de concentration dans la presse. Alors, regardez ce qui se passe à iTélé. Est-ce que la puissance publique a bougé? Je veux dire, les fréquences d'ITélé et de Canal, où il y a des censures, ce sont des biens rares. C'est un bien public.
Pourquoi est-ce qu'on laisse M. Bolloré faire ce qu'il veut? Et donc, la déchéance, le naufrage aura été sur tous les plans, politiques et médiatiques. Parce que d'un mot, au niveau politique, jamais, moi qui suis le PS, et puis qui ne peut pas être considéré comme un journaliste de droite, je ne pense pas, jamais je n'ai vu un parti politique comme le PS se rendre aussi ridicule qu'il l'a été à La Rochelle en 2012. C'est la seule circonscription où il a empêché les militants de voter pour choisir leur candidat. Mais c'est gravissime. Quand même. Laurent Mauduit, vos adversaires disent de vous que vous estimez être finalement le seul journaliste crédible en France et que personne d'autre ne trouve grâce à vos yeux. Alors, dans votre livre, en tout cas, parfois, quand on regarde les pages relatant les îlots de résistance, selon vous, de journalisme, c'est pas légion. Ça veut dire quoi? Hors Mediapart, point de salut? C'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup de rédactions régionales de François pour lesquelles j'ai une très grande estime. À France 2, regardez les émissions de qualité, regardez Cache Investigation, maintenant Complément d'enquête, regardez le combat qu'a mené déontologique et professionnel Élise Lucet. Chapeau. Ça veut dire qu'on peut être optimiste pour l'avenir? Je pense, mon optimisme repose sur l'attente des citoyens. Je pense que les citoyens savent que pour exercer leur droit de vote, il faut qu'ils soient informés honnêtement. Patrick Guilloton, vous dites que votre livre, il dérange Ségolène Royal, que même ça dérange un peu au-dessus. On pense bien sûr à l'Élysée. Non, ça a été écrit. Vous l'a dit? C'est pas moi qui le dis, ça a été écrit dans le Nouvel Obs. Mais moi, j'ai lu, comme vous, dans le Nouvel Obs, que ce bouquin dérangeait, mais personne ne m'en a parlé. Madame Royal, je lui ai écrit pour lui dire que ce bouquin allait sortir. J'ai pas de nouvelles depuis. Vous avez voulu l'interviewer par rapport à ce bouquin ou pas? Non. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'elle m'apporte de plus que je ne sache déjà? Laurent Mauduit, en 10 secondes, est-ce que votre livre, est-ce qu'il gêne des oligarques qui détiennent la presse? Oui, sans doute. Moi, j'aimerais surtout qu'il aide des journalistes et des rédactions. Moi, j'ai été aussi prof en fac pour des jeunes journalistes, en master de journalisme. Je sens une attente des jeunes journalistes. Travailler la tête haute, c'est les rédactions d'ITélé, c'est ça qu'ils souhaitent, c'est ce que souhaite toute la profession. Voilà, si le livre peut c'est pas de la complaisance, mais tous les journalistes devraient lire son bouquin. C'est pas de la complaisance. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Donc d'abord, c'est la fin de cette émission. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Bon vent donc à Princesse Royale aux éditions du Cherche Midi et à Main Basse sur l'information aux éditions Don Quichotte, de livres clairement implacable et indispensable, c'est vrai. La semaine prochaine, bien entre les deux tours des primaires écologistes, je recevrai le conseiller régional Nicolas Gamache, figure montante d'Europe Écologie Les Verts dans la région, pour leur place au journal de la mi-journée. Ensuite, Francis Tellier avec son invité Ségolène Royal. Excellente journée à toutes et à tous.